Mes amis, ici Captain Hype et bienvenue dans Mind Blowing Theories, Undertale, partie 4. Je sais que beaucoup d'entre vous sont abonnés à ma chaîne ou l'ont tout simplement découverte parce qu'ils ont aimé mes épisodes précédents sur ce jeu. Alors je pense qu'une nouvelle vidéo dessus vous intéressera. Bon très bien, j'ai parlé de tous les grands personnages du jeu, non? Je dis grand parce qu'en soi, tous les personnages du jeu sont entourés de mystères. Alors, de qui on parle? Kara, une deuxième fois. Enfin, après tout, ma vidéo précédente sur lui était plus sur Frisk qu'autre chose, donc aujourd'hui inversons les rôles. Et si on commençait par une question? Qui est le méchant dans Undertale? C'est pas si simple, personne n'est totalement gentil ou totalement méchant, enfin, à part Kara. En effet, la réponse la plus commune serait Kara. Après tout, il est en quelque sorte le boss final de la dernière run que l'on fait dans Undertale, la run génocide, bien que ce soit un boss imbattable. Il est à l'origine d'un génocide entier de tous les monstres et, finalement, de la destruction de l'univers. C'est même de sa faute si Flowey a adopté la philosophie du tuer ou être tué et est devenu Omega Flowey en run neutre, ou encore si Asriel a voulu détruire Frisk pour à jamais jouer avec en run pacifiste. C'est un tueur sarcastique, malsain, un monstre, et je suis tellement énervé qu'on ne puisse pas le tuer, le mettre en cendres, le découper en morceaux et... Wow. Du calme. C'est vraiment cette vision de Kara que tout le monde a. Genre, vous vous dites pas que c'est un peu bizarre qu'un gamin de maximum 13 ans, élevé dans l'une des familles les plus sympas de l'univers, soit en fait le plus grand maniaque de l'histoire, sans vraie raison? La vérité, c'est que Toby Fox nous a tous trompés. Kara n'est pas mauvais. C'est même l'un des personnages d'Undertale les plus sympathiques, et nous sommes tous tombés dans le panneau. J'irais même jusqu'à dire que Kara est le personnage le plus développé de tout le jeu, et ce alors qu'il n'apparaît que pendant 2 minutes. Intrigué? Alors, calmez vos ardeurs envers Kara et analysons toutes les infos qu'on a sur lui ensemble. Mind Blowing Theories. Avant toute chose cependant, je tiens à remercier la personne qui a fait ce post, dont vous trouverez le lien dans la description, et Viosiocraft58, qui a porté mon attention sur ce document. Ce post est tellement complet que je lui fais de la pub sans faire exprès là. Enfin bon, il mérite vraiment d'être lu, et ce que je vais dire aujourd'hui, je ne l'aurais jamais réalisé sans ce post. Bien, par où commencer ? Non mais, vraiment, par où on commence ? J'ai trop de choses à dire moi. Et c'est d'ailleurs le problème de cette théorie, c'est qu'elle commence nulle part. Elle est tout sauf linéaire. Donc voilà, si vous avez des contre-arguments pendant que je dis la théorie, gardez-les pour la fin, d'accord ? Parce qu'en fait, il y a de grandes chances que je détruise vos contre-arguments dans la vidéo. Donc voilà, si on commençait par parler de la vie de Kara dans ses grandes lignes. Dans le monde d'Undertale, Kara est un humain ayant vécu au début du XXIe siècle, bien après la guerre humain-monstre. Il est né à peu près la même année qu'Asriel dans un village proche du mont Ibot, village qui a certainement évolué en 7 villes. En 2010, pour une raison inconnue, Kara fuit le village et monte le mont Ebot. Il tombe alors dans un trou qui le mène dans l'Underground. Il y rencontre le prince des monstres, Asriel, et est recueilli par la famille royale. Il devient ainsi le meilleur ami d'Asriel et presque son frère jumeau. Après plusieurs années, cependant, Kara décide de concocter un plan pour libérer les monstres de leur sceau magique, la barrière. Il se suicide en mangeant des boutons d'or et demande à Asriel de prendre son âme et de traverser la barrière pour l'enterrer dans son village. Son plan est en fait de tuer 6 humains dans ce village et d'absorber leurs âmes pour détruire la barrière totalement. Mais Asriel l'en empêche en reprenant soudainement le contrôle de son corps. Et les humains, pensant que le monstre avait tué le garçon, le blessèrent mortellement. Asriel mourra et ses cendres se répandront dans la salle du trône d'Asgore, et après beaucoup d'événements, il deviendra Flowey, alors que Kara sera placée dans un cercueil dans le palais royal,
jusqu'à ce que Toriel ne s'enfuit avec le corps et ne l'enterre dans le premier écran du jeu, à l'endroit où il est initialement tombé dans l'Underground. Bien, ça c'est ce que tout le monde sait. Maintenant, parlons de ce qui est souvent déduit de ces informations et qui pourrait faire croire que, même avant sa mort, Kara était profondément mauvais. Premier éclaircissement sur la vie de Kara, pourquoi est-il tombé dans l'Underground ? Après tout, la distance entre son village et le mont Ibot est assez importante, et, comme indiqué par Azriel, à la fin de la run pacifiste, et par l'intro, ceux qui escaladent la montagne ne reviennent jamais. Il lui aurait fallu beaucoup de détermination pour faire ça. Oh, je suis désolé. Et surtout, il lui aurait fallu une très bonne raison. Comme décrit par Azriel, encore une fois, la raison pour laquelle Kara l'a fait n'était pas très heureuse. Mais quelle raison ? Eh bien, ce n'est en fait pas si compliqué à déterminer. Azriel le sous-entend à la phrase d'avant. Il dit « Pourquoi voudrais-tu escalader une telle montagne ? Était-ce de la folie ? Était-ce le destin ? Était-ce parce que tu... » Le fait qu'il ne finisse pas sa phrase indique clairement qu'il allait énoncer la raison de Kara de monter le mont Ibot. C'est triste, mais cette raison semble évidente. C'est parce qu'il voulait disparaître qu'il a escaladé le mont Ibot. Il n'y a vraiment pas d'autre solution pour le coup. Il n'est pas tombé dans le trou, bien qu'on ait l'impression de le voir trébucher. Il avait vu le trou avant, il n'aurait pas trébuché comme ça au pif. Il s'est jeté dedans. Il voulait mourir. C'est même confirmé par Flawey dans la run Génocide, quand il parle à Kara. Mais j'ai décidé que vivre n'en valait plus la peine. J'ai décidé de suivre tes traces. Je m'effacerai de l'existence. Flawey ne parle clairement pas du suicide de Kara avec les boutons d'or, car ce n'était pas pour cesser d'exister, mais pour fusionner avec Azriel qu'il l'a fait. Kara a donc vraiment tenté un suicide. Mais pourquoi ? Malheureusement, Kara ne l'a jamais dit à Azriel. Tout ce qu'on sait en lien avec tout ça, c'est qu'il détestait l'humanité, d'où sa profonde sympathie pour les monstres plus tard dans sa vie. La deuxième chose qu'on peut éclairer sur la vie de Kara est ce qu'il a provoqué chez les monstres. En effet, d'après les tomes de l'histoire des monstres, son arrivée est la raison pour laquelle les monstres ont voyagé de l'ancienne capitale, Home, devenue les ruines, vers la nouvelle capitale, New Home. Une preuve serait que Kara fut découvert par Azriel, ce qui implique qu'il était dans les ruines, mais Azriel est mort dans la salle du trône, dans la nouvelle capitale. D'après le tome 1 de l'histoire des monstres, ceux-ci se retirèrent le plus loin possible de la barrière suite à la guerre, et au fait qu'ils craignent une nouvelle attaque des humains. Cependant, dans le tome 2, Kara arriva et devint l'ami d'Azriel, montrant que les humains pouvaient être bons et qu'il ne servait à rien de les craindre. Et même que Kara, comme le dit toujours Asgore, est le futur des humains et des monstres. Ainsi, les monstres voyagèrent pour fonder New Home, à côté de la barrière. Asgore cherche à présent un moyen de détruire la barrière, chose qu'il pensait folle avant de savoir que le pouvoir des âmes pouvait lui permettre de vaincre les humains. Dernière preuve, les meubles. Oui, les meubles. Voici la cuisine de la maison des Dreamers dans Home, soit la maison de Toriel. Et voici celle de la maison des Dreamers dans New Home, soit la maison d'Asgore. Vous voyez la différence ? 2 grandes chaises et une petite contre 2 grandes chaises et 2 petites. Et voici la chambre d'Azriel dans les 2 maisons, un lit contre 2 lits, avec toujours ce dessin dont on est sûr dans la run Génocide, j'y viendrai plus tard, qu'il a été fait par Kara, nous prouvant bel et bien qu'il a vécu dans les 2 maisons. Un dernier argument de ceux qui pensent que Kara était déjà mauvais avant, et que je ne vais pas détruire tout de suite, c'est qu'il est beaucoup sous-entendu que Kara a essayé de tuer Asgore avec les boutons d'or. Mais bon, nous y reviendrons. C'est très bien tout ça, sauf que je n'ai pas encore du tout parlé du fait que Kara était un mec sympa au final. Et vous devez vous demander où trouver des preuves de ça. Après tout, on ne sait quasiment rien de son passé et de sa vie, et on ne le voit ensuite qu'en Génocide où il est un monstre. Et c'est faux. Je crois qu'il est enfin temps de parler de la seule théorie Undertale largement considérée comme vraie par tous. Pas vraiment une théorie donc, mais bon. La théorie du narrateur.
Cette théorie dit la chose suivante. Le narrateur n'est autre que Kara. Ça c'est de la théorie facile à énoncer. Et comme vous le savez certainement, il y a 100 000 moyens de la prouver. Alors, essayons ça. D'abord, mettons-nous d'accord sur ce qu'est le narrateur. Le narrateur est le personnage à l'origine de tous les textes, hors des dialogues, et des trucs écrits directement dans le monde d'Undertale. Ce qui signifie que c'est lui qui parle, entre guillemets, lors de la description d'objets autour de Frisk, dans l'interface de combat, ou encore dans les menus. Ce qui a toujours été clair au niveau du narrateur, c'est son identité en Run Génocide. C'est clairement Kara. Après tout, il le dit même devant le miroir. Mais il semble évident que le narrateur est le même entre les différentes runs. Et après tout, pourquoi serait-il différent ? On en déduit donc que le narrateur semble être Kara, ce qui correspondrait totalement entre autres à beaucoup d'autres choses, notamment l'activation du mode sérieux, ou Serious Mode. C'est pas forcément très connu, alors je vais en parler. Vous avez peut-être déjà remarqué que les objets dans votre inventaire ont souvent des noms idiots, pour faire un jeu de mots, genre Butts Pie pour Butterscotch Pie, mais qui signifie grossièrement tarte au cul. Eh bien, sachez qu'il existe 4 instances où ces noms se désactivent et redeviennent sérieux. Et ces 4 instances sont, pendant toute la durée de la run Génocide, normal jusque-là, mais aussi durant les combats de boss contre Toriel, Asgore et Asriel. Vous commencez à voir un pattern se dessiner là ? Et je rappelle donc que ces blagues sont faites par le narrateur, parce que c'est lui qui s'en occupe, sauf en Génocide, ou face à un membre de la famille Dreamer, où il devient méga sérieux. Il n'y a vraiment qu'une personne qui pourrait agir comme ça et c'est Kara. Bon, maintenant que je vous ai prouvé que Kara est le narrateur, sûr à 100%, et il y a beaucoup d'autres preuves, vous pouvez aller chercher autant que vous voulez. Cela pose de gros problèmes sur ce que tout le monde admet à propos de Kara. Le narrateur est quelqu'un de plutôt sympa en fait. Je rappelle que c'est lui qui fait toutes les blagues dans les descriptions d'objets autour de Frisk, dans l'interface de combat et autres. Ce qui signifie qu'il fait plus de blagues que tous les autres personnages du jeu, même Sense. De plus, c'est quelqu'un de très coopérant, puisqu'il a l'habitude d'indiquer les faiblesses des ennemis et les autres trucs intéressants à propos d'eux. Vous sentez votre vision de Kara qui commence à devenir conflictuelle ? Mais avant de continuer à vous retourner la tête, parlons de la tête de Frisk. Cette transition qui tue. Tout d'abord, précisons que Frisk, dans le cas de cette théorie, est considéré comme ne faisant quasiment qu'un avec le joueur. Le joueur est Frisk. Quand je dis Frisk, je parle aussi du joueur. Ce sera intéressant un peu plus tard. En gros, dans la réalité, le joueur commande les grandes actions de Frisk et Frisk fait les finitions. Et bon, voilà. Donc, pourquoi le joueur, et donc Frisk, entend-il Kara jouant le rôle du narrateur ? Pourquoi est-ce qu'il y a un narrateur dans la tête de Frisk ? Les avis sont variés. On sait simplement que Kara et Frisk partagent un même corps, puisque Frisk partage les souvenirs de Kara par exemple. Les raisons à cela sont infinies en nombre, j'ai la mienne, vous avez la vôtre, tant qu'on est d'accord que Kara est dans le corps de Frisk, ou vice versa si vous voulez. Non, ça marche pas. Et ce dans toutes les runs, et depuis le début du jeu et pas avant, ça me va. Et je précise dans toutes les runs parce que je rappelle premièrement que Kara est le démon qui vient quand on appelle son nom, donc il est apparu après qu'on ait écrit son nom dans le jeu, et ensuite Kara ne pourrait pas être narrateur si il n'était pas là que depuis le début du jeu, parce que ça ne correspondrait pas à ce qu'il dit encore une fois à la fin de la run Génocide. Et le fait que le narrateur soit totalement absent avant l'entrée en jeu de Flawey et de Toriel. Je rappelle qu'il n'y a pas d'interface de combat ici. On en conclut donc autre chose. Kara étant dans le corps de Frisk en permanence, il peut en prendre le contrôle quand il le souhaite, n'importe quand. Et là j'en ai perdu pas mal. Alors ce qui est communément admis, c'est que Kara peut prendre le contrôle de Frisk au fur et à mesure que celui-ci tue des monstres. Ce n'est pas le cas. En Génocide, Kara prend pour la première fois le contrôle de Frisk auprès des puzzles de Papyrus, soit quand le joueur est aux alentours du niveau de Love de 6. Oui, seulement 6. Pourtant, vous pourriez faire une run neutre
avec plus de love sans que Kara ne prenne votre contrôle totalement. La vraie question est donc de savoir dans quel cas Kara veut et non peut prendre contrôle de Frisk. Et étrangement, je veux dire contrairement à ce que beaucoup de gens penseraient, Kara veut rarement prendre le contrôle de Frisk. Ça arrive parfois, même en pacifiste. Par exemple, ce texte de Kara narrateur. C'est un livre d'histoire. Voilà une page au hasard. C'est Kara, en tant que narrateur, et non Frisk qui ouvre la page au hasard. En quelque sorte, Kara est comme une deuxième personne dans le corps de Frisk. Il ressent exactement les mêmes choses que lui, voit tout ce qu'il fait et pense de lui-même. Au final, Kara veut aider Frisk. Il ne veut pas du contrôle de son corps, même en génocide, nous y viendrons. Sinon, il aurait pu le faire bien avant la fin de la run génocide. La question est pourquoi ? Et la réponse se trouve dans la psychologie de Kara. Et pour comprendre cette psychologie, il faut décoder la personne qui était Kara avant de mourir. Ouh, on y arrive enfin. Notez bien pour cela que rien n'a changé entre Kara, ami d'Azriel lorsqu'il est mort, et le Kara narrateur. Cela va jusqu'au fait que le narrateur n'est en rien omniscient, contrairement à dans beaucoup d'autres jeux ou œuvres de fiction. L'exemple le plus évident est celui des Water Sausages, que j'aime à traduire en aqua saucisse, mais bon. Au début du jeu, le narrateur ne sait pas ce que sont ces plantes, il décrit ça comme des plantes. Voilà. Jusqu'à ce que lui et Frisk ne lisent le livre sur les plantes et n'apprennent que ce sont des Water Sausages, ce après quoi Kara les décrit comme des Water Sausages. Kara n'est pas omniscient, bien. À part ça, qu'apprend-on de la personnalité de Kara dans ses dialogues de narrateur ? Beaucoup de choses. Tout d'abord, le plus évident avec ce que j'ai dit jusque-là, Kara détestait les humains, adorait les monstres et était fou de sa famille adoptive. Si je n'ai rien à vous prouver pour le fait qu'il détestait les humains, c'est évident, je sais que beaucoup d'entre vous voient Kara comme un tueur de monstres assoiffé de sang. Et je vous comprends, on pourrait le croire avec la run génocide. Mais je vais vous demander d'oublier la run génocide pour l'instant. Et il faut bien dire que si Kara était vraiment un hater des monstres, ce ne serait pas cohérent. Le premier humain tombé adore les monstres et fera tout pour les protéger si vous l'acceptez. Il le montre énormément dans les descriptions des monstres via la commande check. Il semble même qu'il ait trouvé une idole, Undyne, qu'il continue même d'appeler l'héroïne qui sauvera la Terre en génocide, qu'il semble trouver super cool en décrivant ses actions de façon exagérée, etc. Après tout, pourquoi Kara haïrait-il les monstres ? Ils l'ont adopté et ont un ennemi commun avec lui. Kara est même leur prince, et je suis sûr qu'Azriel aurait partagé le trône avec lui s'ils avaient survécu. Pour ce qui est des relations avec la famille royale justement, je vais garder beaucoup de choses sur Azriel pour plus tard, mais il est facile à voir qu'ils étaient inséparables. Décrits comme des jumeaux par les autres monstres, et portant des colliers Best Friends Forever. Il semble évident que Toriel a dû traiter Kara avec beaucoup d'attention, et Kara devait énormément l'aimer. Rappelons que c'est elle qui a décidé de violer les lois du roi, son mari, pour aller enterrer l'humain sous un tapis de Golden Flowers. Il semble même que l'humour de Kara soit directement celui de Toriel. Mais Kara semblait idolâtrer une autre personne, Asgore. Il serait même allé jusqu'à lui tricoter un énorme sweat rose avec écrit Mr. That Guy dessus. Et celui-ci semblait énormément aimer son fils adoptif. Il en existe une preuve énorme, la fixation d'Asgore pour les Golden Flowers, qui sont représentatifs de Kara. Je veux dire, vous avez vu le nombre qu'il y en a dans sa maison, et comme il a transformé la salle du trône en champ de fleurs, il boit même du thé de Golden Flowers. En parlant de fleurs, passons au goût de Kara, en commençant par un hobby qui a dû le rapprocher d'Asgore, le jardinage. Oui, ça peut sembler étonnant, mais l'activité favorite de Kara était certainement le jardinage. Si Kara était le premier à être fixé sur les Golden Flowers, il semble surexcité lorsqu'il reconnaît des Water Sausages, et je rappelle que le couteau qu'il utilise en génocide n'est en fait qu'une petite dague pour couper des feuilles et jardiner. Kara semble parfois être très enfantin, comme Azriel, notamment lorsqu'il décrit les jouets laissés dans la chambre d'Azriel, bien qu'essayant d'être dur, comme Asgore, en blâmant Frisk de vouloir pleurer face à Métatone, et en sachant rester raisonnable, comme Toriel,
lorsqu'il trouve dégoûtant que Frisk prenne autant de bonbons au début du jeu. Kara va même parfois jusqu'à traiter Frisk comme un frère. Bien que moins bon que Frisk en pacifiste, Kara était, semble-t-il, une bonne personne. Alors, que s'est-il passé ? On s'approche enfin de pouvoir expliquer la run génocide, et finalement, une des plus grosses morales d'Undertale, une que vous avez déjà certainement compris, mais que ma théorie appuie totalement. Le problème vient de la relation entre Kara et Asriel. Bien qu'Asriel montre une personnalité très ouverte et rassurante, ce qui est important face à un humain possiblement suicidaire, et bien également qu'il n'y ait personne qui soit plus important que Kara pour lui, les deux amis se sont disputés sans jamais pouvoir se réconcilier juste avant leur mort. Comme Kara le dit à la fin de la run génocide, « Au début, j'étais confus ». Une sensation qu'Asriel a eue dans la même situation lors de sa réincarnation en Flawee. Mettons-nous à leur place. Une fois fusionnés, Kara et Asriel ne sont pas parvenus à un accord sur la démarche à suivre. Kara voulait tuer les humains en vengeance de ce qu'ils avaient fait et pour réparer la faute qui avait été faite, à lui comme au monstre, alors qu'Asriel voulait simplement oublier tout cela et vivre les choses comme elles sont. Au final, c'est un dilemme qui ne trouvera pas de bonne réponse et qui aura provoqué leur mort. Mais lors de leur réincarnation, les deux amis vont se poser cette même question qui est le thème général du jeu. Peut-on tuer pour arriver à ses fins ? Si le choix d'Asriel, réincarné en Flawee, a finalement été de changer de camp, considérant que son choix de ne pas attaquer les humains et de ne pas les tuer avait provoqué sa mort et celle de son frère adoptif et meilleur ami, le choix de Kara réincarné en Frisk n'est pas aussi simple. Il ne sait pas s'il avait raison ou pas. Peut-être existait-il une solution entre deux. Au final, c'est Kara qui les avait mis, lui et Asriel, en danger en premier lieu. Kara va donc décider une chose qu'il sous-entend à la fin du génocide. Avec ta guidance, j'ai réalisé l'intérêt de ma réincarnation. Il a décidé de voir ce que faisait Frisk face à un choix identique au sien, et donc ce que faisait le joueur. Tuer les monstres et s'enfuir, ou les laisser tranquilles au risque de rester ici à jamais. Puis, quel que soit le choix pris par le joueur, il a pris parti de l'aider coûte que coûte. Ainsi, en run pacifiste et neutre, dans une certaine mesure, vous apprenez à Kara qu'Asriel avait, au moins en partie, raison, et que tuer des gens ne peut pas toujours se justifier et toujours être fait. Voire pas du tout. Dans la fin neutre, si vous ne tuez pas Flawee, vous lui faites re-questionner le fait qu'il faille tuer pour arriver à ses fins. Dans la fin pacifiste, vous arrivez même à réunir brièvement deux frères séparés depuis longtemps. En génocide, en revanche, et nous y voilà enfin, passage en mode méta, vous apprenez à Kara qu'il a toujours eu raison, et que tuer se justifie, qu'il faut laisser libre cours à la vengeance. Et oui, Kara veut la vengeance, il le soutient à la fin de la run génocide, car c'est la seule manière que le monde comprenne sa souffrance. Vous avez corrompu le narrateur. Kara devient impatient, pessimiste, monstrueux, dégoûtant et sanguinaire. Le fait que la fin justifie les moyens dans le cas de tuer des gens, signifie que, pour toujours arriver à ses fins, pour que plus rien ne bloque vos actions, il faut que plus rien et plus personne n'existe. D'où le tuer ou être tué. Il devient petit à petit sûr et certain qu'Asriel l'a trahi, et que c'est pour ça que leur plan a échoué. Il prend la décision de le tuer lui-même et de remplacer son meilleur ami par vous, le joueur incarnant Frisk. Il tue également de lui-même, puisqu'il donne le coup final, Sense, la représentation suprême du personnage capable d'accepter la situation sans agir, d'accepter de laisser les choses couler. Le seul capable de blaguer dans tous les cas, même les plus tristes. Sense qui, dans la situation de la run génocide, ne peut lui-même plus s'empêcher de tuer pour se venger. Et ensuite arrive la partie intéressante. Kara n'a jamais vraiment voulu prendre le contrôle du corps, car vous avez toujours été son partenaire et son guide. Mais il vous propose d'éradiquer le monde entier.
Si vous refusez, il considère que vous êtes passé du côté d'Azriel. Si vous acceptez, il reste votre compagnon, mais est très suspicieux. Mais il ne vous tue pas. Soyons clairs, quoi que vous choisissiez, Kara ne vous tue pas. Ça n'arrive pas. Ceci est l'animation de mort de Frisk. Mais ceci est celle de la destruction du monde. Notez que la fenêtre du jeu, quand ceci arrive, tremble dans tous les sens, puis se ferme, et que des points de dégâts apparaissent, comme si on attaquait quelque chose d'autre que vous. Le jeu en lui-même. S'il avait voulu tuer Frisk, il l'aurait fait bien plus tôt. Et si Frisk n'importait pas pour lui, il n'aurait pas demandé et aurait détruit le monde immédiatement. Ce qui signifie bel et bien que cette scène se passe dans la tête de Frisk. Kara est face à Frisk, et donc face au joueur. Si vous revenez, Kara cherche à vous punir pour avoir joué avec les vies de tout le monde. Revoilà le thème de la vengeance qui pointe le bout de son nez. Il veut l'âme de Frisk en échange d'un retour au début du jeu. Vous lui donnez ainsi le pouvoir d'exercer une vengeance sur ceux qu'il veut après avoir ouvert la barrière si vous refaites une fin pacifiste. Mais quelque chose doit être noté dans tout ça. Ce n'est jamais la faute de Kara. Il semble horrible en génocide, je suis d'accord. Et il faut noter que beaucoup de choses en génocide sont en fait des pièges tendus par Toby Fox qui a essayé de faire croire, je crois, qu'il était mauvais. Après tout, Kara s'appelle lui-même le démon qui vient quand on appelle son nom. Très bien, je veux bien qu'il s'appelle comme ça. Il semblerait qu'il soit méchant donc, sauf que c'est un nom d'un jeu. Il est fort possible que lui et Azriel, quand ils étaient petits, jouaient à un jeu où ils s'imaginaient une forme physique avec des super pouvoirs en dessous. Et là, tenez-vous bien, il est fort possible que le nom d'Azriel dans cette forme était l'ange noir, et que celui de Kara était le démon qui vient quand on appelle son nom. Vous voyez l'effet miroir entre les deux, ange et démon ? Bien. Autre chose à propos de Kara, il dit qu'il est ce sentiment que l'on a quand on gagne des niveaux, de l'expérience, etc. Ça fait croire à beaucoup de gens qu'il gagne en puissance à chaque fois que l'on tue des monstres. Ce n'est pas le cas. Cela signifie en fait son combat idéologique pour la vengeance. À chaque fois que l'un de ces chiffres monte, c'est qu'on a tué quelqu'un, c'est qu'on a fait du mal à quelqu'un, c'est qu'on est en combat. Et donc qu'on exerce une vengeance. C'est ce qu'il est à ce moment-là en génocide. Mais ce n'est pas ce qu'il est dans le reste du jeu. On pourrait croire que, dans sa jeunesse, Kara a vraiment empoisonné Asgore. Ce n'est pas le cas. Je suis d'accord, Azriel dit que ça aurait fait rire Kara. Sauf que non, ça peut vouloir dire autre chose cette phrase. Ça peut aussi vouloir dire qu'il a retourné la situation en une blague. Et justement, cette blague est expliquée. La recette de la tarte qu'ont fait Kara et Azriel disait de mettre des coupes de beurre et ils ont mis des boutons d'or. Au lieu de cups of butter, ils ont mis des butter cups. Et donc Kara n'a à aucun moment essayé de tuer Asgore de cette manière. Ou s'il l'a fait, c'est pas sous-entendu par le jeu. Donc ça doit bien être noté, ce n'est jamais la faute de Kara. S'il semble horrible en génocide, il n'est en fait qu'un reflet de l'image que vous donnez de vous. Lui ne cherchait qu'un guide, et en considérant son monde comme peu important et comme un jeu où rien n'est grave, vous l'avez corrompu, en lui apprenant à faire les pires choses, et en lui offrant un pouvoir infini. Et ce alors qu'il aurait pu être la meilleure personne du monde, acceptant les choses comme elles sont, refusant de se venger, et oubliant les erreurs de chacun. Car il n'y a qu'un seul vrai méchant dans Undertale, une personne plus horrible qu'Azriel, que Gaster et que Kara, et cette personne, c'est chacun de nous. Joueurs, viewers et autres individus dictés par le principe de complétion. Tous ceux qui savent ce qui se passe dans la run génocide, ou qui ont même voulu le savoir pendant une demi-seconde. Tous les êtres humains connaissant la run génocide d'Undertale, qui, en quelque sorte, l'ont soutenu. Enfin bon, ce serait bête d'en vouloir à chacun de vous, et même à moi-même, et ce serait oublier ce que Kara pourrait nous apprendre en pacifiste, l'erreur est humaine.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Je sais qu'une autre vidéo Undertale vous plairait bien un jour ou l'autre, et sachez que oui, j'en ferai une autre. Mais pas tout de suite, enfin, pas dans 6 mois non plus, enfin, on va pas attendre autant qu'entre les deux dernières je pense, mais bon. Ne vous attendez cependant pas trop à des méga théories de 30 minutes, je pense avoir fait le tour des grands sujets, déjà que c'est un miracle que j'ai trouvé celui-là. Mais vous le savez, Undertale est plein de petits détails inexpliqués qui seraient parfaits pour des vidéos de 5-10 minutes ou des compiles de plusieurs théories. Notamment, je pense enfin avoir trouvé la solution à pourquoi Undyne réussit à revivre et à avoir de la détermination en génocide. Alors pourquoi pas un jour ou l'autre? Sur ce, je vous laisse. Captain Hype, out.